Il a besoin. Le droit de dire et d'imprimer ce que nous pensons est le droit de tout homme libre dont on ne saurait le priver sans exercer la tyrannie la plus odieuse. Plus vous prétendez comprimer la presse, plus l'explosion sera forte. Il faut donc agir avec elle. Vous imaginez-vous un Niger sans presse, sans liberté de presse? Ce Niger serait plongé dans une telle obscurité. Alors, soutenons les journalistes. Soyons militants de la liberté de la presse. Alors, soutenons la liberté de la presse. C'est la base de toutes les autres libertés. Et c'est par là qu'on s'éclaire mutuellement. Jeudi 17 octobre 2013, mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition. La malnutrition et ses conséquences au Niger, plus de 2500 enfants morts en 2013 selon l'UNICEF. Précision dans ce journal. L'eau, c'est le thème de la 4e édition de la fête de la science qui a commencé ce jeudi et ce jusqu'au 26 octobre prochain. Plusieurs activités au menu de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Les activités de la 4e édition de la fête de la science ont débuté ce jeudi. Elle est organisée par le gouvernement avec la collaboration du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Niger. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée ce matin au palais de congrès. C'était en présence de nos reporters Asmana China et Ibrahim Abdou. C'est pour la 4e fois consécutive que la fête de la science est organisée au Niger. La fête de la science est un moment privilégié pour sensibiliser un large public, souvent jeune, aux enjeux scientifiques de notre époque au profit des générations futures. Cette édition 2013 est placée sous le thème « L'eau ». C'est une évidence que de dire que l'eau est la ressource la plus nécessaire à la vie et qu'elle se fait rare, au Sahel comme dans le monde entier. C'est donc par la recherche et par la technique que l'homme sera en mesure de relever les défis de la gestion de l'eau dans des domaines aussi variés que l'irrigation, la gestion durable des sols, l'assainissement, l'énergie, l'accès à l'eau potable, la maîtrise des ressources aquifères, la préservation de la biodiversité, la prévention des maladies hydriques. Le parcours de ces 10 jours passera donc par le CERMES, par l'IRD, par Agrimet, autant d'organismes de recherche soutenus par différents biais par la coopération française, mais également à la SEN, la Société d'exploitation des eaux du Niger, à l'université et en particulier à la Faculté des sciences et techniques, que nous remercions chaleureusement pour sa précieuse collaboration, et tout particulièrement le doyen Abdoulaye Alassane et le professeur hydrologue Ousmane Boureima. Procédant au lancement des manifestations de la fête de la science, 4e édition, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a souligné que cette initiative fait partie de la politique du gouvernement. Cette vision correspond au 8e axe de la DPJ de son Excellence, Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement. De ce fait, la conviction du gouvernement de la 7e République est qu'aucun investissement n'est de trop dans ce secteur reconnu porteur. En vue de prendre en compte cette problématique, mon département ministériel vient d'élaborer une politique nationale en sciences, technologie et innovation post-TINI qui est en cours d'adoption. Elle permet d'inculquer la culture scientifique chez les Nigériens en général et chez les jeunes en particulier. À travers cette fête de la science, mon souhait le plus ardent est de rapprocher les citoyens nigériens de la science. Je souhaite en particulier que les jeunes s'en approprient
et s'engage avec enthousiasme dans les métiers de la recherche, de la technologie et de l'innovation. Cette fête de la science est donc partie pour 9 jours avec plusieurs activités au menu, conférences, expositions, visites des sites, projection des films, journées portes ouvertes, pour ne citer que cela. Une nouvelle usine de production du ciment verra le jour au Niger dans les années à venir. L'annonce a été faite hier par l'homme d'affaires du Nigeria, Aliko Dangote, qui a été reçu en audience par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Le président directeur général de Dangote Group est porteur d'une bonne nouvelle pour le Niger et les Nigériens. Une usine de production du ciment verra bientôt le jour. Elle aura la capacité de production d'1 500 000 tonnes et contribuera à la création de quelques 7 000 emplois. Le coût de cette cimenterie que nous envisageons construire est estimé à environ 350 millions de dollars. Il y aura entre 6 000 à 7 000 emplois qui seront créés. Ça aidera donc les autorités à réduire le taux de chômage. Les travaux commencent en principe dans 2 ans et demi. Nous avons largement parlé d'un important projet de construction d'une usine de production du ciment, donc une cimenterie d'une capacité de production d'1 500 000 tonnes. Nous allons également aider les autorités nigériennes à construire des infrastructures dans le domaine de l'éducation et de la santé pour les habitants de la zone où l'usine sera installée. Il y aura aussi le volet électrification. Cette annonce faite par Aliko Dangote de l'installation prochaine d'une nouvelle cimenterie est vivement saluée par le réseau nigérien d'aide et développement RNDD, qui estime que cette initiative éviterait au Niger de s'endetter auprès des institutions bancaires mondiales qui posent certaines conditions contraires au développement des pays du tiers-monde, a ajouté El Hadj Salisu Amadou, membre du RNDD. Des telles pratiques, si ça se multiplie, mais on va dire à 2 FMI et la Banque mondiale, notre réseau lutte contre l'endettement des pays du tiers-monde et du Niger en particulier. Donc, dans ce sens, ça veut dire que nous, on évite à ce que l'endettement de nos pays qui s'engouffre davantage. Je pense qu'à part cimenterie, maintenant, il faut multiplier d'efforts pour avoir peut-être autre chose qui va aller encore signer, et ça nous permettra vraiment de redécoller sur des bases saines sans pour autant s'agenouiller après. Parce que vous venez nous soutenir tout court. Et je pense que vraiment, c'est mettre à l'actif aujourd'hui du président de la République, et c'est à s'allier. Or, vous savez, nous, notre rôle, c'est de pouvoir quand même apprécier à juste titre ce qui est positif. On dit que c'est positif. Et ce qui est négatif, on dit que c'est négatif. En Afrique du Sud, Aliko Dangote, il a investi des centaines de milliards. Mais nous, on cherche. Ça, c'est vraiment une convention pratique saine. Sans d'autres considérations politico-politiciennes, nous, on dit que ça, c'est positif. Outre la cimenterie de Malbaza, l'usine du ciment qu'envisagerait créer l'opérateur économique nigérien très connu dans ce domaine contribuerait sans nul doute à rendre le ciment nigérien beaucoup plus accessible, mieux à réduire le prix de la tonne du ciment vendu actuellement à 137 000 francs CFA. Aliko Dangote est un milliardaire nigérien qui a investi dans plusieurs pays africains à la grande satisfaction des populations des pays bénéficiaires. Dangote a été récemment classé l'homme le plus riche du continent africain. Né le 10 avril 1957 à Kano au Nigeria, Aliko Dangote entra dans le monde des affaires à l'âge de 20 ans grâce à un prêt de son grand-père. Après avoir été diplômé d'affaires à l'université égyptienne Al-Azhar, il retourne au Nigeria et fonde son entreprise de commerce du ciment. Et depuis, il s'est lancé de plein pied dans la production de divers articles dans le début des années 2000 et a continué à construire le Dangote Group, le plus important conglomérat de l'Afrique de l'Ouest coté en bourse, qui détient désormais les raffineries de sucre, les installations de traitement de sel et Dangote Ciment, le producteur du ciment le plus important du continent. D'après la dernière liste des hommes les plus riches du monde publiée par le magazine Forbes, le magnate nigérien Aliko Dangote, président du groupe Dangote, a consolidé sa position d'homme le plus riche d'Afrique.
Il occupe la 79e position au niveau mondial et première sur le continent avec une fortune estimée à 20 milliards de dollars. Le prochain Africain sur la liste en 179e position est un Sud-Africain. Malgré donc une perte de plus de 2,6 milliards de dollars en 2011, Aliko Dangote, le roi du ciment de l'Afrique, demeure le plus riche du continent africain. Le Nigérian, âgé de 56 ans, marié et père de 3 enfants, possède des usines en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Zambie, au Sénégal, en Tanzanie et en Afrique du Sud, mais aussi des intérêts dans des raffineries de sucre, de farine et de traitement de sel. En octobre 2012, il a construit une participation de contrôle de son entreprise de monetterie à Tiger Brands de l'Afrique du Sud. Il a empoché 190 millions de dollars. En février dernier, son entreprise de raffinerie de sucre a acquis une participation de 95% dans le producteur nigérien du sucre, Savannah Suga, dans le but de maintenir sa position dominante dans l'industrie sucrière nigériane. Aliko Dangote a intensifié sa philanthropie ces dernières années, notamment en injectant plus de 5 millions de dollars dans l'éducation, la santé, le secours contre les inondations et la lutte contre la pauvreté. Le milliardaire nigérien garde sa position en tant que l'homme le plus riche de l'Afrique pour la 3e année consécutive. Dangote est secondé par le Sud-Africain Nancy Oppenheimer et l'Égyptien Nasser Sawiris. Changeant de registre, malnutrition. La malnutrition donc continue à faire des victimes au Niger. En 8 mois, plus de 2500 enfants sont morts en 2013 selon l'UNICEF. La plupart des victimes sont des nourrissons. Une situation qui inquiète malgré les appuis de l'ONU, des ONG et certains donateurs. Ibrahim Tikire. Plus de 2500 enfants, dont une grande majorité de nourrissons, sont morts de malnutrition au Niger durant les 8 premiers mois de l'année 2013. 1% des enfants traités sont morts entre le 1er janvier et les premiers jours de septembre 2013. 2524 morts sur 252 427 cas selon l'UNICEF. Un chiffre en progrès par rapport à 2012, 2011 ou 2010 selon l'UNICEF qui précise que les années 2010 et 2012 ont été marquées par des crises alimentaires. Malgré ce nombre important de décès, la prise en charge de la malnutrition a progressé par rapport à 2012, a remarqué le responsable de l'UNICEF au Niger. Face à cette situation et depuis 2010, des ONG, les donateurs et la société civile ont confié 426 milliards de francs CFA aux autorités pour qu'elles affrontent les crises alimentaires et agricoles. Un appui qui est venu s'ajouter aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la malnutrition. À ce problème de malnutrition, le Niger devait faire face à une catastrophe démographique annoncée. Avec un taux de fécondité de 7,6 enfants par femme, le plus élevé au monde, le Niger verra sa population doubler tous les 18 ans selon un document onusien. 48 heures après la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski, une de nos équipes a fait le tour de quelques marchés de bétail et autres points de vente qui étaient animés il y a quelques jours de cela, mais qui sont aujourd'hui déserts malgré la disponibilité de moutons et autres petits ruminants. Un seul constat qui se dégage, le prix reste toujours élevé, nous rapporte Memouna Daouda et Sadoudoumi. 2 jours après la fête de Tabaski, dans les différents marchés de bétail de la capitale Niamey, l'ambiance est peu morose. Mais les moutons sont toujours disponibles et en quantité. Selon les revendeurs que nous avons rencontrés, cette année la clientèle est en baisse par rapport à l'année passée. Cependant, les prix restent encore élevés. Les animaux, il y en a encore beaucoup. Et cela ne signifie pas que les prix vont changer. D'autres revendeurs sont déjà retournés au village. Après la fête, ceux qui vont venir acheter les moutons pour les cérémonies, Plusieurs facteurs expliquent cette mévente. À cause des conflits au Mali, on n'a pas pu exporter le bétail. Plusieurs personnes se sont lancées dans la vente du bétail, ignorant les prix de ces derniers en gros. Ils les achètent chers eux-mêmes avant de les revendre plus cher pour avoir des bénéfices.
Voilà, entre autres choses, qui expliquent que la cherté du mouton à l'approche de la fête. Ainsi, ces revendeurs de bétail seraient obligés de casser les prix des moutons ou de retourner au village avec pour les revendre peut-être l'année prochaine, Inch'Allah. C'était là donc un reportage de Memouna Daouda sur les images de Chebou Guisso. La route Niamey-Tilaberi, précisément à l'intervalle cimetière Yantala, l'ancien poste de police, a enregistré beaucoup de morts du fait des accidents qui sont de plus en plus fréquents. Une situation qui a interpellé les habitants de cette zone qui ont décidé d'ailleurs de placer des cassis pour limiter le dégât. Reportage à Michel Djedi et Halid Bourema. La route de Tilaberi ne fait plus la joie des habitants des quartiers Sonissi et Koubia. C'est en effet pratiquement chaque jour que Dieu fait que l'on y enregistre des accidents parfois mortels. De la cour d'appel jusqu'à l'ancien poste de police de Koubia, les populations concernées ont longtemps exigé des autorités municipales que des cassis leur soient construits afin de limiter les dégâts face à l'excès de vitesse de certains conducteurs. On a l'habitude de construire des cassis, c'était, je crois, en 2002-2003, je crois. Mais malheureusement, le même État, la même mairie, la même communauté urbaine les a enlevés en une heure de temps. Sans au préalable nous demander ou nous dire les motifs pour lesquels ils vont les enlever. Mais cette fois-ci, on a décidé parce qu'on ne peut pas laisser à chaque instant cogner quelqu'un et le tuer. Ça, on a décidé. C'est ici, au niveau de l'ancien poste de police de Koubia, que ces accidents sont beaucoup plus fréquents à cause de la présence d'un marché aux abords de la route, dont l'affluence nécessite un ralentissement de la part des conducteurs d'engins. On ne peut même pas compter le nombre de décès sur cette voie. Ne serait-ce que le week-end passé, il y a eu à l'intervalle de 2 heures de temps, 2 accidents qui ont malheureusement occasionné la perte de 3 personnes. Une mère et son enfant, subitement sur le coup. Et auparavant, il y avait eu un enfant qui a été percuté par un véhicule. Suite à ces 3 accidents, à ces 3 morts, on a décidé, depuis lorsqu'on était au cimetière, qu'une fois arrivé au village, on va en décider quelque chose. Les gens ont décidé maintenant, avec l'aide de la population, ils ont pu acheter quelques voyages de latérite avec lesquels ils ont pu confectionner ces deux cassus. Les riverains de Koubia, quant à eux, ne cessent de lancer des cris de cœur afin que des cassis plus modernes leur soient construits par les autorités dans le souci de remédier à ce problème face auquel ils restent toujours impuissants. Depuis un certain temps, on a eu à faire des démarches plus d'une fois. On ne peut même pas compter le nombre de fois qu'on a écrit à l'État, à la mairie, au ministère, pour qu'ils nous confectionnent ou bien pour qu'ils nous construisent des cassus, afin de freiner la vitesse. C'est un quartier qui a beaucoup de population. Il y a beaucoup d'enfants qui sortent à chaque fois sur les voies, que les parents n'arrivent pas à surveiller ça. Donc il vaut mieux faire les cassis. C'est à la mairie même de prendre leur propre disposition même. C'est pas la population de faire regarde le cassis là, c'est pas un bon cassis. Nous ça va nous gâter nos voitures pour rien. Si certains automobilistes comprennent cette attitude de la population de Koubia, la mairie du 1er arrondissement de la ville de Niamey aurait déjà exprimé son scepticisme face à cette situation qu'elle pourrait qualifier d'anarchisme. Point final de cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Également, merci à l'équipe technique qui m'a aidé à vous la présenter. Très bonne réception, excellente nuit à toutes et à tous.